Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Africly, le podcast totalement dédié aux littératures d'Afrique et des diasporas. Alors aujourd'hui, nous allons entrer dans l'univers de l'autrice Laura Nsafou. Alors Laura Nsafou, c'est une jeune autrice française, elle est âgée d'une petite trentaine d'années. Elle est de père congolais et de mère martiniquaise. Elle a d'abord été connue sous le pseudonyme de Mrs. Roots à travers son blog. Elle est autrice de romans, d'albums jeunesse et de bandes dessinées. Alors moi, je vais un peu plus vous parler de son album intitulé « Comme un million de papillons noirs ». Cet album a été publié en 2018. Et dans cet album, il y a les magnifiques illustrations de Barbara Brun. Le titre de cet album est inspiré d'une citation de Toni Morrison. Et je vais vous lire cette citation. « Ses cheveux semblables à un million de papillons noirs endormis sur sa tête. » Alors cet album est un best-seller. Ce livre raconte l'histoire de la petite Adé. La petite Adé est moquée à l'école à cause de ses cheveux. Alors moi, ce que j'ai aimé, c'est les thématiques qui traversent ce livre. On y retrouve l'identité, l'estime de soi, la confiance en soi, la solidarité. Et on retrouve aussi la diversité. On voit cette diversité déjà au sein même de la famille de la petite Adé. Et on voit aussi que Adé va dans une école qu'on pourrait dire multiculturelle. Voilà, je vous recommande vraiment de vous plonger dans la lecture des livres de Laura Nsafou. Je vous mets dans la barre de description le lien vers le site de l'autrice. Et comme ça, vous pourriez découvrir son univers et tous ses ouvrages. Avant de vous laisser avec l'interview que j'ai eu la chance et l'honneur de mener avec Laura Nsafou, je vous dis déjà à très bientôt et je vous souhaite des lectures passionnantes. Au revoir. C'est parti. Alors, je suis Laura Nsafou, je suis autrice de romans jeunesse, de bande dessinée et de livres pour enfants. Ça commence à faire beaucoup. Et du coup, donc j'ai commencé, donc je m'intéresse surtout sur la représentation des communautés noires en littérature française et francophone. Ça a commencé notamment en 2013 avec l'ouverture d'un blog qui s'appelle Mrs. Roots, où j'avais vraiment envie d'analyser la diversité et donc la pluralité des littératures noires, donc qu'elles soient du continent, mais aussi de la Caraïbe ou d'Amérique du Sud, etc. Et de voir aussi comment, qu'est-ce qui n'était pas là, quels étaient les angles morts quand en fait vous êtes en France et qu'il y a très 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 peu de récits de personnages afrodescendants dans un contexte européen. Pourquoi cette littérature-là n'était pas là? Et en fait, aussi en tant que lectrice, je me cherchais aussi en littérature. Et donc j'en ai parlé pendant plusieurs années. J'ai interrogé aussi particulièrement les familles noires sur comment elles trouvaient des livres pour enfants, pour leurs enfants, quand on sait qu'il est plus facile aujourd'hui de trouver un livre pour enfants avec un animal qu'avec un enfant noir. Donc, tout ça, c'était en 2016. Et à l'issue de ces entretiens-là, je me suis finalement retrouvée avec une éditrice qui m'a dit, voilà, vous analysez la littérature jeunesse, vous la critiquez, etc. Mais est-ce que vous verriez y contribuer vous-même en faisant un livre pour enfants? Moi, j'avais jamais écrit d'histoire pour enfants. Je m'étais jamais destinée à ce genre littéraire-là. J'avais toujours écrit pour moi-même des romans. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a laissé carte blanche. Elle m'a dit, vous avez carte blanche, je vous accompagne. Ce qui est encore rare d'avoir des éditeurs qui vous accompagnent sur le texte. Voilà. Et donc, je me suis dit que ce serait peut-être ma seule chance d'avoir le livre pour enfants que j'aurais voulu avoir petite fille. Donc j'ai fait Papillon Noir pour la petite fille que j'étais, par rapport à des souvenirs d'enfance où j'avais été moquée pour mes cheveux, l'accompagnement de ma mère par rapport à ces expériences-là, et aussi rendre aussi tout ce que je ne voyais pas en littérature jeunesse, c'est-à-dire une diversité de personnages noirs de différentes carnations, de différents types de cheveux, différentes morphologies, pour changer la narration où en littérature jeunesse,
vous avez souvent que des personnages d'un même marron, à le même type de cheveux, des gribouillis franco-belges, et c'est tout. Voilà. Donc c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Alors j'ai commencé par du coup Papillon Noir en 2017, qui était d'abord en fait disponible en commande sur le site de l'éditeur, donc on n'était pas du tout en librairie. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une campagne de financement pour financer les 1000 premiers exemplaires qu'on a pu avoir en une semaine. Donc, il y avait une vraie attente, un vrai soutien, une vraie communauté qui s'est créée autour d'un livre qui était finalement même pas sorti. Donc, je me suis dit, si les gens l'achètent et ils aiment pas, c'est sûr que ça va bien se passer. Et du coup, et en fait, on a même commencé à avoir de la presse pour un livre qui n'était pas sorti. Parce que les gens se demandaient, mais c'est quoi ce livre pour enfants qui justement propose une représentation d'une petite fille noire avec une illustration qui est valorisante. Ça a vraiment commencé avec une couverture médiatique pour ce livre qui venait d'arriver en fait. Et donc, à peine est-il sorti que la petite maison d'édition en fait a croulé sous les commandes, mais comme c'était une petite structure, donc très vite la question de proposer le livre dans une plus grosse maison d'édition qui le rende disponible en librairie et sur les salons, etc., s'est posée. Donc mon éditrice de l'époque a été très noble dans ce geste de me dire, écoute Laura, moi je veux que le livre vive, donc je préfère que tu ailles chez un gros éditeur qui pourra assurer sa distribution et sa diffusion, et on va les chercher ensemble. Donc, à partir de ce moment-là, toujours 2017, je me dis, on a la presse, on a les chiffres, on a tout. Normalement, le monde de l'édition, malgré ses biais, devrait être content de reprendre un livre qui marche déjà, en fait. Et bien non. Pendant 6 mois, on a eu refus sur refus où on me disait que les enfants noirs, ça ne vend pas en couverture, que c'était communautariste parce qu'inspiré de mon histoire. Ou alors on me disait on veut bien le reprendre, mais si vous faites en sorte que Adé soit métisse ou plus clair ou avec des cheveux lisses ou avec voilà, c'était vraiment ah oui, et c'était vraiment explicite en fait. Donc du coup il y avait vraiment ce racisme en fait qui allait même au-delà de l'intérêt commercial de vous avez un livre qui marche, maintenant en fait on préfère être raciste que d'avoir un livre qui marche. Donc dans ce moment-là je me dis les Américains ils ont quand même compris l'argent. Mais bref. Du coup pendant 6 mois voilà, je refusais ces projets-là et je refusais en fait de modifier l'intégrité d'un projet parce que pourquoi ce serait si extraordinaire et pourquoi en fait ce serait si clivant d'avoir une histoire d'une petite fille noire qui apprend à s'aimer en fait. Donc au bout de 6 mois, je me suis dit peut-être que ce livre ne ressortira pas. Peut-être que voilà, c'était une expérience. Il y a des livres qui sortent en quelques exemplaires et n'existent plus. Bon, peut-être que ça, voilà. J'étais prête à accepter ça. Et finalement, sur les conseils d'une amie, elle me dit de contacter une maison d'édition qui s'appelle Cambourakis. Et elle me dit, contacte-les. Et moi, j'étais tellement dépitée, déprimée. Je me suis dit, ça sert à rien. Donc, j'ai envoyé le mail le moins professionnel à Lucille Piaget, genre, bonjour, j'ai ce livre. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. Des choses comme ça. Et en fait, dans l'heure, l'éditrice m'a répondu en me disant que, mais elle connaissait mon livre et qu'elle pensait que j'étais déjà, en fait, en librairie. Et que, donc, elle avait suivi la presse médiatique autour de ce livre-là. Et donc, elle a proposé qu'on se rencontre. Et quand je lui ai raconté mon parcours, elle ne comprenait pas que j'ai rencontré un tel mur de racisme vis-à-vis d'un livre comme celui-ci. Et donc, elle m'a proposé non seulement de le republier en France, mais surtout de le rendre accessible aussi en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, au Canada, donc dans les pays francophones, afin d'assurer la diffusion. Donc, Papillon Noir ressort en septembre 2018, le 5 septembre 2018, et au bout d'une semaine, rupture de stock dans toute la France. Et je pense autant moi que l'éditeur était dépassé, on a dit ah oui, d'accord, d'accord. Et ça a été vraiment rupture de stock sur rupture de stock sur rupture de stock parce que il y avait une demande à la fois qui venait de parents afrodescendants certes, mais surtout en fait de différents parents qui disaient mais c'est pas normal, ou même des professeurs, des pédopsychiatres ou des psychologues qui disaient mais c'est pas normal qu'on n'ait pas tous les enfants dans les bibliothèques pour les écoles ou même quand on va accompagner des enfants en fait. Tous les enfants ne sont pas représentés dans la littérature jeunesse actuelle et ce n'est pas normal. Donc il y avait vraiment un engouement. Et c'est pour ça que je parle souvent d'un lectorat engagé, parce que c'est vraiment un livre qui a été porté par ses lecteurs, porté par les libraires qui l'ont défendu,
Là où, même après ce succès de librairie-là, la presse littéraire disait que c'était un coup de chance, que c'est parce que les images étaient jolies, que c'est pour ça, voilà. Donc, c'était mauvais perdant. ah oui, et c'est vraiment un écart. Il y avait vraiment ce grand écart entre le grand public finalement et avec la conscience d'une littérature représentative qui est très demandée et un monde de l'édition qui était dans sa tour d'ivoire en fait. Donc ouais, ça s'est passé comme ça et en fait au bout d'un an, je me suis dit bon bah ouais ça continue donc le livre est devenu un best-seller et donc Cambourakis m'a proposé d'en faire un deuxième. Et donc à ce moment-là, j'avais encore j'avais encore mon emploi à plein temps, donc ça devenait presque une double carrière en fait. Oui, une double vie professionnelle. C'est ça, une double vie professionnelle complètement, avec de moins en moins de frontières entre les deux, parce qu'on pose des jours au boulot pour aller faire des interviews, des salons, c'est devenu un peu compliqué. Et finalement, donc j'ai eu aussi la chance de rencontrer donc mon agent littéraire qui du coup m'a rencontré avant la sortie de Papillon Noir en 2018. Donc et qui a misé sur moi juste en se basant sur donc un premier roman adulte que j'avais écrit mais qui était passé complètement inaperçu. Donc je sais même pas comment elle a fait pour le trouver et mon blog, et donc il m'a suivi aussi par la suite donc en défendant mes projets. Donc après Papillon Noir, il y a eu le chemin de Viada, où là pareil j'ai voulu aborder des questions du colorisme, donc aller aussi plus loin sur comment en fait même dans un cadre intracommunautaire il y a des différenciations de qui est plus foncé, plus clair ou des choses comme ça, et comment c'est important de sensibiliser les enfants parce que les enfants s'en rendent compte très jeunes. Puis ensuite j'ai continué avec d'autres fictions où là donc il y avait La demeure du ciel sur le deuil, où là certes il y a une famille noire mais c'est pas le sujet non plus, donc parce qu'on a aussi besoin de récits où juste les personnages noirs vivent leur vie, et donc j'ai continué comme ça. Et puis en 2021 je rejoins du coup la maison d'édition Albin Michel pour une trilogie de romans afrofuturistes qui s'appelle Nos jours brûlés. Et donc là c'est vraiment une maison d'édition qui a voulu miser sur à la fois un genre littéraire pas du tout connu en France, ou très peu, et en plus dont les quelques références anglophones ne marchaient pas tant que ça. Donc en fait, quand même vos homologues américains ne marchent pas tant que ça en France, ils auraient pu être frileux et se dire mais ça va pas marcher avec Made in France non plus. Et au contraire, Nos jours brûlés, c'est vraiment défendu. Donc c'est une trilogie qui montre un petit peu une quête à la fois initiatique et surtout qui s'inspire des mythologies et des croyances d'Afrique francophone. Donc c'est ça, je ne comprenais pas, encore une fois en tant que lectrice, que quand on parle de fantastique, il y a Black Panther, ouais, d'accord, et que des références mythologiques anglophones, donc du Ghana, du Nigeria, comme si tous les pays d'Afrique francophone n'avaient pas eux aussi des croyances, des récits en fait. Et pourquoi on s'en servait pas? Donc il y avait vraiment cette curiosité-là. Et donc en parallèle de cette trilogie, j'ai commencé à faire aussi de la bande dessinée. Parce que toujours on fuit les cases. Donc quand vous faites de la jeunesse, on estime que vous ne pouvez pas écrire pour les adultes ou vous ne pouvez pas faire de romans. Moi j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Et il y a aussi un enjeu à être accessible pour tout le monde. Donc j'ai fait de l'audio aussi, des histoires audio aussi. Enfin voilà, faut toucher tous les publics. C'est pas juste une diversité sur la couverture, c'est comment on s'adresse à différents publics de différents âges, dans différents genres littéraires. Donc j'ai commencé des romans graphiques avec Amour croisé, et donc mon second Convivialité qui est sorti avant-hier. Voilà, merci. Où là, pareil, c'était vraiment l'envie de proposer des histoires où il y a des personnages noirs contemporains qui vivent à Paris ou dans d'autres villes et qui traversent leurs expériences de vie en fait. Voilà, donc montrer aussi notre ordinarité et nos expériences dans ce qu'elles ont de plus singulière aussi. Et prouver en fait que dans tous les cas n'importe quel visage est universel dès lors qu'on s'y penche et qu'on décide de faire des ponts en fait. Donc voilà, c'est un peu comme l'approche que j'ai eue. Waouh, waouh. Donc là vous écrivez maintenant de tout quoi. Ouais.